Alors bonjour, je m'appelle Stéphane Gay. Je vous souhaite la bienvenue donc à ce quatrième webinaire de notre équipe de recherche qui s'appelle Équipe Visage pour violence au travail selon le sexe et le genre. Alors je suis donc personnellement le chef de cette équipe de recherche et qui est constitué en fait de 9 autres co-chercheurs qui viennent de différents domaines, incluant la psychologie, la criminologie, la santé et sécurité au travail, la gestion et l'épidémiologie. Donc, ça me fait grand plaisir de pouvoir vous faire part de ce webinaire qui va porter donc sur les conséquences psychologiques des actes de violence grave au travail. En fait, ce travail-là se fait en partenariat avec des associations paritaires de santé et sécurité au travail. On en a 3 avec qui on collabore, soit l'Association paritaire du secteur des affaires municipales, à savoir l'APSAM, qui regroupe différents corps de métiers tels que les policiers, les cols bleus, les cols blancs, etc. L'ASTAS, qui est une association paritaire de santé et sécurité au travail dans le milieu de la santé et des services sociaux, et l'APSAP, qui, lui, vient au niveau des affaires professionnelles, provinciales, et donc qui peut regrouper notamment des policiers de la Sûreté du Québec, des travailleurs de la Société de l'assurance automobile du Québec, ainsi que les agents correctionnels au Québec. Alors donc, l'équipe est financée par les Instituts de recherche en santé du Canada, plus précisément par l'Institut de la santé des femmes et des hommes. Et donc, on va poursuivre notre travail de recherche jusqu'à 2016 minimalement et fort probablement au-delà. Alors donc, nous en sommes à notre première ou deuxième année en fait de travail. Alors, beaucoup d'autres travaux sont à venir et il y aura également d'autres webinaires. Alors donc, aujourd'hui, l'objectif de la présentation, c'est tout d'abord en fait de faire un bref retour sur les définitions et les types de violences qu'on étudie. Ensuite, faire également un bref retour sur les secteurs de travail à risque, puisque ce ne sont pas tous les secteurs de travail qui sont à risque de violences graves au travail. On abordera également les types de lésions et de conséquences psychologiques associées à la violence. Alors, on fera un sommaire de cela. Évidemment, c'est une littérature qui bourgeonne, mais qui n'est pas nécessairement exhaustive, mais on a quand même des données très intéressantes sur ce sujet-là à vous communiquer. On va également aborder donc les différences hommes-femmes, en fait, dans tout ce domaine de recherche-là et tout particulièrement au niveau des conséquences de la violence grave subie au travail. Et à la toute fin, je vous ai réservé donc un petit aperçu des résultats de 2 sondages qu'on a faits dans 2 milieux qui sont représentés par 2 des associations paritaires avec qui on collabore, à savoir l'APSAM et l'ASTAS. Alors, on regardera ce que ça a donné au niveau des conséquences. Alors, première partie, donc, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'actes de violence grave, donc AVG pour actes de violence grave? D'abord, si on situe ça dans son contexte global, on parle de violence, la définition auquel on se rattache pour nos travaux est celle du Bureau international du travail, donc à savoir toute action, tout incident, tout comportement qui s'écarte d'une attitude raisonnable par lesquelles une personne est attaquée, menacée, lésée ou blessée dans le cadre ou du fait direct de son travail. Et on s'intéresse tout particulièrement donc à 2 types de violences ou 2 sources, on peut dire, d'agression. On s'intéresse tout particulièrement à la violence qui est reliée à la perpétration d'un crime ou d'un acte violent par un étranger ou un inconnu. Alors, le type de violence qu'on peut retrouver, par exemple chez les chauffeurs d'autobus pour lesquels, par exemple, un inconnu peut s'en prendre à un chauffeur. On peut penser aussi à un vol à main armée dans un dépanneur, etc. Donc, il s'agit ici d'étrangers ou d'inconnus.
mais qui peuvent également être des usagers ou des clients. Et donc, par usager client, on inclut également les patients qui font partie, donc, et usagers qui font partie donc, du domaine de travail de la santé et des services sociaux, ainsi que d'autres clients donc, qui peuvent être dans d'autres sphères. On fait également de la recherche au niveau des agents de la faune. Alors donc, ces personnes-là qui fréquentent notamment les établissements donc, et les différents parcs au niveau de la province. Nous avons décidé de moins s'intéresser, disons, à la violence reliée aux collègues, puisque, en fait, il s'agit de types de violences pour lesquelles les causes sont généralement différentes, tout comme également, donc, les solutions à apporter à ce type de violence-là. Et conséquemment, la prise en charge des travailleurs peut être aussi assez différente. Et il y a d'autres équipes de recherche au Québec qui s'intéressent à ce type de violence-là, tout comme à la violence organisationnelle. Alors donc, de notre côté, on a donc fait le choix donc, volontaire de s'intéresser aux deux premiers types. Alors, un deuxième choix qu'on a fait, ça a été de s'intéresser à l'étude des actes de violence grave. Alors, qu'est-ce qu'un acte de violence grave? C'est un acte de violence qui peut causer, donc, à quelque part, une lésion psychique, donc, chez un individu, et se rapprochant de ce qui peut être un stress post-traumatique, ce qui implique que la menace, qu'il y a eu une menace, en fait, à l'intégrité physique du travailleur, que celle-ci soit réelle ou justement, disons, menacée. Et donc, elle peut également toucher donc, les personnes qui sont témoins de ces actes-là. Alors donc, on réfère tout particulièrement donc, aux agressions physiques, agressions sexuelles, vol ou tentatives de vol qualifié. Donc, on a parlé tout à l'heure des employés de dépanneurs qui pouvaient être victimes de telles tentatives. Meurtre ou tentative de meurtre, menace de sévices ou encore être témoin de l'un de ces actes. Le fait d'être témoin de l'un de ces actes fait partie, entre autres, des critères pour pouvoir diagnostiquer un stress post-traumatique. Donc, c'est possible de développer un stress post-traumatique en étant témoin de l'un de ces actes. À titre d'exemple, il peut s'agir d'un collègue, en fait, qui se fait agresser par un usager ou encore un patient. Et donc, cela peut causer effectivement donc, des conséquences psychologiques négatives aux personnes qui étaient présentes au moment de l'incident, mais en n'étant pas touchées directement. Alors, des exemples de type d'événements, un infirmier agressé physiquement, une enseignante qui reçoit des menaces de mort ou une caissière victime d'un vol à main armée. Donc, nous avons, il y a certains secteurs de travail qui ont été identifiés comme étant plus à risque que d'autres. Donc, à partir de des enquêtes, en fait, qui ont été faites populationnelles au Canada et au Québec. Alors, je vous dresse un portrait bref à ce niveau-là. Donc, selon Statistique Canada, qui a mené donc une enquête sur la victimisation violente, donc au niveau de la population, a donc pu constater que les milieux de travail les plus à risque étaient notamment les hôpitaux, les prisons ou encore les centres de réhabilitation. Les restaurants et les bars étaient également donc, parmi les milieux les plus à risque. Et lorsqu'on regarde donc, en termes de secteur d'emploi, alors on se rend compte que les secteurs de l'assistance sociale ou des services de soins de santé sont tout particulièrement donc, touchés par la violence physique et également donc secteur de l'hébergement, de la restauration et de l'enseignement, ce qui vient évidemment corroborer ce qu'on a pu donner comme exemple tout à l'heure. Au niveau du Québec, donc, il y a également une enquête qui s'appelle l'Écotest. Donc, je vais vous donner les détails de l'Écotest puis de l'enquête de Statistique Canada dans quelques minutes. Mais donc, une enquête qui a été réalisée auprès donc, d'un nombre important de travailleurs du Québec sur leur santé, notamment au travail, et qui incluait donc les effets de la violence sur les travailleurs, à la fois au niveau du harcèlement, mais également de la violence physique. Alors, tout à l'heure, je vais vous parler
des conséquences de la violence physique. Alors, on voit ici que les gens, donc les travailleurs un peu plus jeunes, donc âgés entre 25 et 34 ans, plus instruites, salariés syndiqués, donc non cadres, et qui travaillaient dans le secteur public ou parapublic, étaient tout particulièrement donc à risque de subir de la violence physique. Alors, un point commun, évidemment, en ce qui a trait donc aux emplois qui font partie de ce secteur public et parapublic, évidemment, est celui de travailler donc avec des gens et d'être éventuellement exposé à des situations de tension donc avec ces individus-là. Et on peut comprendre également que d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les usagers, clients ou patients qui font partie de ces milieux-là puissent être comporter un risque plus élevé, en fait, de commettre des agressions. On peut penser à des milieux, justement, où les personnes sont plus instables émotivement ou encore possiblement en état d'ébriété, par exemple, ou sous l'effet de substances. Alors, donc, ces caractéristiques-là, évidemment, peuvent nous guider vers les secteurs qui doivent faire l'objet de plus d'attention pour ce qui est de la prévention de la violence, mais également pour améliorer la prise en charge des travailleurs, qui est notre objectif global, l'objectif principal et global de notre programmation de recherche. Donc, pour également vous amener un petit peu plus vers justement les répercussions de la violence en milieu de travail, la violence grave. Alors, on va regarder brièvement ce que la CSST a pu dresser comme portrait en termes de lésions, qui ont été donc des lésions indemnisées et qui ont fait l'objet donc d'indemnités aux travailleurs et qui sont attribuables à la violence en milieu de travail. Donc, le rapport le plus récent de la CSST nous permet de constater que, durant l'année 2007, dans le rapport qui a été publié en 2009, donc, qu'il y avait eu, au cours de l'année 2007, 1809 lésions indemnisées et attribuables à la violence en milieu de travail. Et donc, en termes de lésions qui ont été indemnisées, on parle de 35 qui auraient été de type psychique. On va voir tout à l'heure quelles sont les sous-catégories de ces lésions psychiques. 63 sont de type physique. Évidemment, quand on parle de violence physique et de violence grave, bien entendu, vient avec ça le risque de blessure, sans aucun doute. On voit que pour la très grande majorité des lésions qui ont été acceptées en 2007, donc celles-ci découlaient d'une exposition à des voies de fait et actes violents. Donc, c'est effectivement le type d'acte de violence qui est subi par les travailleurs en majorité. Donc, très peu concerne, par exemple, des agressions sexuelles en comparaison. Un certain nombre, une certaine proportion un peu plus élevée de femmes donc, ont été indemnisées donc, suite à ces actes-là. Donc, on parle de 60,8 si on pense que la majorité, dans le fond, des lésions qui surviennent en fait dans les milieux de la santé, des services sociaux. Alors, évidemment, on peut penser que c'est tout à fait normal qu'il y ait plus de femmes qui soient qui aient été touchées par ce type de lésions-là, compte tenu qu'il y a beaucoup plus de travailleurs femmes dans ces milieux-là. D'ailleurs, on voit que, justement, la profession personnelle de la santé est la plus affectée parmi les lésions acceptées, constituant 25,8 des lésions qui ont été acceptées et indemnisées. Lorsqu'on regarde au niveau des types, un petit peu plus spécifiquement au niveau des types de lésions psychiques indemnisées, donc on voit que l'état de stress post-traumatique a été le principal diagnostic donc, qui a été donné à ces individus-là pour les indemniser, suivi de anxiété et stress, troubles d'adaptation, état dépressif. Alors pour ceux qui qu'en est-il des lésions non acceptées? Quelqu'un nous pose la question. Je n'ai pas ces données-là, puisque dans le rapport, on n'a pas accès à ces données-là.
Les troubles d'adaptation, en soi, on les diagnostique lorsque, justement, un état stress post-traumatique, un état dépressif ou un autre trouble anxieux ne peut pas être diagnostiqué puisque les critères ne sont pas entièrement rencontrés. Et donc, mais c'est tout à fait un diagnostic qui peut causer, donc, vraiment des difficultés de fonctionnement aux individus et donc nécessiter des soins également. Donc, encore une fois, on voit que donc les 66 des lésions psychiques acceptées touchent des femmes. Et donc, on voit que au niveau des professions les plus touchées, bien, ici, c'est pas toujours facile de disons, de figurer ce que ça veut dire, mais c'est les catégories qu'ils utilisent. Alors, on parle de personnel administratif. Bon, travailleurs dans l'industrie du transport, c'est plus évident, et personnel de la santé également. Donc, on voit que ce sont les types de lésions, donc les types de secteurs les plus touchés. Au niveau des conséquences psychologiques, donc on va, si vous voulez, regarder dans le fond qu'est-ce qui se passe au niveau des conséquences psychologiques. Ce type de conséquences-là, évidemment, ne survient pas seul et en général, donc, associé à d'autres types de conséquences. Alors, bien entendu, on met le focus aujourd'hui sur ces répercussions, mais il va sans dire que le fait d'avoir subi une blessure, par exemple, suite à un acte de violence, va avoir un effet souvent nuisible, donc d'une part sur les conséquences à court et moyen terme sur le plan psychologique, mais également sur la capacité de récupération des travailleurs qui en sont victimes. Et on s'en doute également que le soutien obtenu au niveau de l'organisation et au niveau du réseau social puisse également avoir un impact donc, sur la façon dont la personne va récupérer, notamment ou non, de ces conséquences-là. Mais donc, voyons maintenant qu'est-ce qu'il y en est pour des conséquences psychologiques. Alors donc, on voit ici que les types de... on peut distinguer en fait les types de conséquences selon trois catégories. Donc, les conséquences émotionnelles, cognitives et comportementales. Bon, elles ne sont pas toujours faciles à distinguer l'une de l'autre. Évidemment, elles interagissent entre elles. Et donc en fait, ce que je vais vous présenter comme résultat de recherche, donc dans les prochaines diapositives, bien, peuvent intégrer l'une ou l'autre ou plusieurs de ces types de conséquences-là là, sur la façon de transmettre l'information puis de nous transférer cette information-là. Alors, on va encore une fois se servir donc des résultats de trois sources. On va regarder justement ce que l'enquête donc, québécoise sur les conditions de travail, d'emploi et de santé et sécurité au travail, donc on appelle l'éco-test, nous a appris sur le sujet donc récemment. Alors, cette enquête-là donc, a été réalisée tout récemment, donc vers la fin des années 2000, et donc a été faite auprès de plus de 5000 travailleurs, donc âgés de 15 ans et plus, et qui occupaient un emploi rémunéré au moment donc, de l'enquête, et qui étaient en emploi depuis plus de 8 semaines et pour plus de 15 heures par semaine. Donc, c'est un échantillon considéré représentatif de l'ensemble des travailleurs du Québec, donc tout secteur représenté. Alors, ce ne sont pas seulement les secteurs à risque, de telle sorte que dans cette enquête-là, par exemple, on a pu constater qu'il y avait... Donc, il y a seulement 2 de la population, dans le fond, des travailleurs québécois qui ont subi de la violence physique dans leur travail au cours d'une année. Alors, ça permet de mettre en perspective, à quelque part, donc l'étude de ce phénomène-là, puis de voir que vraiment, on doit, disons, s'intéresser à des secteurs particuliers pour mener des recherches dans ce domaine-là. Et lorsqu'on fait cela, bien, c'est sûr qu'on tombe sur on obtient des pourcentages d'exposition à la violence physique ou grave plus élevés. Alors, la deuxième enquête dont je vais vous transmettre les résultats aujourd'hui, ce sont les résultats de l'enquête sociale générale sur la victimisation, donc qui est réalisée par Statistique Canada.
Alors, la plus récente qui a considéré notamment la victimisation violente en milieu de travail, donc le rapport a été publié en 2007 et portait sur des données qui ont été recueillies en 2004. Alors, c'est une enquête qui fonctionne tout comme l'écoTest là, par entrevues téléphoniques qui sont faites donc, auprès d'individus et dans ce cas-ci de ménages. Donc, il y a 23 766 ménages ont été contactés pour étudier donc, la victimisation avec violence donc, dans la vie en général. Et il y avait des sous-questions qui portaient sur la victimisation subie en milieu de travail. Alors donc, et les conséquences qui en découlent. Alors donc, on peut obtenir ici encore donc un portrait, je vous dirais, global et relativement représentatif de la situation des travailleurs au Canada. Et je vais vous transmettre également quelques résultats, en fait, en lien avec une recension systématique des écrits qu'on est en train de faire ici, donc, avec l'équipe Visage, et qui viendra compléter donc les résultats que je vais vous avoir présentés. Donc, selon l'écotest, il semblerait que l'exposition à la violence physique en milieu de travail soit associée de façon significative donc, à une perception négative de l'état de santé des travailleurs. Donc, par rapport à tout ça et en comparant les travailleurs qui ont été victimes de violences physiques à ceux qui n'ont pas été victimes. Donc, ceux qui ont été victimes démontrent une perception plus négative de leur état de santé que ceux qui n'en ont pas été victimes, une détresse psychologique plus élevée, des symptômes dépressifs liés au travail et une consommation de psychotropes également plus élevée. Souvent, donc, les écarts étaient de l'ordre de 20 à 30 entre les deux groupes. Donc, on peut voir que c'est vraiment la violence physique est associée à des conséquences aiguës et voire sévères, en fait, qui peuvent mener évidemment vers des lésions, comme celles qu'on a pu identifier tout à l'heure à l'aide du rapport de la CSST. Mais dans plusieurs cas également, donc ces types de conséquences-là vont aussi mener à d'autres impacts, notamment au niveau du travail. Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va aborder donc, les conséquences de la violence au niveau du travail, à savoir en termes d'absentéisme, de présentéisme, d'efficacité ou encore de satisfaction et de qualité de vie au travail. Donc, ce sera lors d'un prochain webinaire. Mais je voulais simplement vous laisser savoir que malgré le fait que tout cela soit nommé ici dans cette diapositive-là, que ce ne sont pas tous les gens donc, qui vont avoir développé ces conséquences-là qui vont être indemnisées et éventuellement recevoir des services adéquats. Alors, au total, donc dans l'écotest, il y a 69 000 personnes, en fait, qui ont dit avoir été exposées à de la violence physique au cours des derniers mois. Donc, c'est une estimation, en fait, de la population québécoise. Et donc, cela, donc, aurait mené à plusieurs types de conséquences différentes, comme vous pouvez le constater. Encore une fois, les conséquences psychologiques qui étaient associées à la violence physique n'étaient pas nécessairement exhaustives et donc, évidemment, il y a d'autres conséquences qui auraient pu être mesurées, mais qui ne le sont pas toujours. Mais on peut penser à des difficultés de sommeil, on peut parler aussi penser à des idéations suicidaires et à plusieurs autres types de problèmes. Au niveau de l'enquête de Statistique Canada en 2007, donc celle-ci nous a permis de étudier non pas, disons, des conséquences de nature plus santé mentale, mais on a regardé davantage au niveau des émotions qui ont été vécues justement par les personnes qui ont subi donc un acte une victimisation avec violence donc en milieu de travail. Et ici, c'est assez intéressant de voir que donc, il y a vraiment un portrait mixte des émotions qui peuvent être rapportées par les gens, donc suite à une telle exposition. Alors, donc, des émotions qui vont au-delà de la peur, qui pourrait évidemment être la première émotion auquel on pourrait penser. Mais donc, la colère était d'ailleurs l'émotion la plus fréquemment mentionnée par les travailleurs. Et donc, cette colère-là peut découler, en fait, d'un ensemble d'interprétations, évidemment, sur les causes, en fait, de l'agression qu'ils ont subie. Alors, évidemment, ils peuvent être en colère
envers, évidemment, les clients ou le patient, en fait, qui a causé l'agression, mais peuvent également être en colère contre l'organisation ou même encore envers eux-mêmes aussi, sur la façon dont ils ont géré, par exemple, la situation ou sur le fait, par exemple, qu'ils interprètent qu'ils auraient pu avoir agi autrement et avoir prévenu, donc, l'agression. Être troublé, confus ou frustré. Alors, encore une fois, quelque chose d'assez mixte ici, comme type d'émotion. Ils ont été mis ensemble. Ça ne signifie pas toute la même chose, évidemment. Mais donc, on peut voir qu'au-delà de la peur, donc le fait d'être tout simplement débordé par une situation et encore aussi, donc, le fait d'être tout simplement donc, bouleversé par une situation constitue une émotion qui est fréquemment vécue. Donc, on me demandait une question si on allait parler de la violence verbale. Oui, un peu en partie, mais beaucoup moins que la violence physique aujourd'hui. La crainte. Alors, la crainte est arrivée donc en troisième position, au troisième rang, devrais-je dire. Et donc, évidemment, celle-là, on s'y attendait. La crainte peut se rapporter évidemment à plusieurs choses, mais évidemment à de la peur. La peur est de revivre ce type d'événement-là. Et on va voir dans une des prochaines diapositives comment est-ce qu'on peut découper, en fait, la peur et les effets de la peur également, donc qui vont au-delà du simple fait de craindre d'être victimisé. On parle également d'une difficulté à vaquer aux occupations quotidiennes. Alors, c'est intéressant de noter qu'à quelque part, ce qui est vécu au travail, évidemment, a des répercussions au-delà du travail. Et c'est très certainement une des raisons pour lesquelles il faut s'en occuper. Mais donc, on voit que pour en arriver à conclure et à rapporter qu'on a de la difficulté à vaquer à nos occupations quotidiennes, il faut quand même avoir un certain degré, disons, de difficulté de fonctionnement. Et on voit qu'une personne sur 4, donc, en aurait vécu. Donc, au niveau de la recension des systématiques des écrits qu'on est en train de faire, donc on a réalisé qu'il y avait, dans le fond, un ensemble d'émotions et de problèmes qui pouvaient être vécus et qui inclut donc ce qui a été rapporté par l'Écotest et Statistique Canada. Mais on en a appris également un petit peu plus au niveau de la peur. La peur étant évidemment donc une émotion qu'on considérerait comme probable de survenir chez les individus qui sont victimes de violences. Mais donc, lorsqu'on regarde quelles sont les différentes cibles de la peur, ou enfin les différents aspects associés à la peur, on parle notamment de la peur du milieu de travail. Alors, ce que ça peut avoir comme effet, évidemment, sur ces individus-là, c'est cette crainte ou ce sentiment d'insécurité au niveau, lorsqu'ils sont présents dans leur milieu de travail, dépendant, évidemment, de la façon dont l'organisation tente de prévenir ou non, en fait, les actes de violence qui sont subis. On peut penser aussi à une peur des patients, des usagers, des clients qui peut nécessairement modifier leur lien, leur façon de se comporter avec ces patients, usagers et clients-là, et définitivement avoir un impact sur donc, la qualité de leur travail, mais également sur la satisfaction dont ils en retirent. Oui. On peut également avoir peur des conséquences de l'agression. Vous savez, parfois, l'agression et les blessures ou les lésions que ça cause, qu'il s'agisse d'une lésion psychique ou physique, donc peut amener au-delà de cela, donc une anxiété vis-à-vis également des conséquences à plus long terme de ces blessures-là, de ces lésions-là. Peur des représailles vient, avec des actes de violence en milieu de travail, vient également la question de dois-je déclarer, dois-je dévoiler cette violence, cet acte de violence subi-là. Dois-je prendre également, déclarer l'incident non seulement à mon employeur, mais également à la police, par exemple? Et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Alors, il peut s'agir évidemment de peur de représailles de la part des usagers, patients ou clients. Mais il peut s'agir aussi de peur de représailles de la part des supérieurs. Alors,
Et donc, du fait de ne pas avoir été en mesure de bien gérer une situation de violence. Et peut venir avec ça, évidemment, la crainte de perdre son emploi. Et donc, lorsqu'on regarde tout ça, puis, bien, on peut penser qu'effectivement, donc, que ces gens-là donc, peuvent être affectés sur le plan de leur travail, leur qualité de vie au travail et vraiment sur leur fonctionnement. Donc, une question qui vient de m'être posée. Avez-vous une idée de la proportion de travailleurs victimes qui s'absentent pour une longue période après une agression versus ceux qui ne s'absentent pas par suite à l'agression? Je n'ai pas avec moi ces statistiques-là. Par contre, tout à l'heure, quand je vous ai parlé des lésions, en fait, psychiques versus physiques, alors je peux vous dire que, tout d'abord, que les lésions psychiques donc, causent des absences au travail qui sont pratiquement du double de celles d'une lésion physique. Donc, les problèmes de santé mentale, autrement dit, qui peuvent découler donc, d'un acte de violence, peuvent durer beaucoup plus longtemps et coûter donc aussi plus cher en indemnité de remplacement du revenu là, aux travailleurs. Et par contre, on sait que, donc je n'ai pas la statistique que vous me demandez. Ceci dit, il y a plusieurs façons, en fait, de gérer la période immédiate après les événements de violence. À savoir, parfois, il y a certains milieux de travail qui vont octroyer, par exemple, un congé pour le reste de la journée sans que ça devienne une lésion, donc, qui soit, disons, soumise là, à la CSST. Et par ailleurs, il y en a pour qui, évidemment, les choses vont se passer autrement. Et il est fort à parier qu'il y a un plus grand nombre encore de travailleurs qui, ne dévoilant pas l'agression subie, donc ne demanderont pas non plus de congé ou de compensation donc, associé à ça, soit pour s'en remettre ou pour se reposer. Donc, voilà, c'est ce que j'ai comme élément de réponse. Bienvenue. Deux autres types d'émotions qu'on peut évidemment associer donc à une agression physique, c'est la honte et la culpabilité. Alors donc, je vous ai mentionné brièvement tout à l'heure que parfois, donc, les travailleurs peuvent être en colère envers eux-mêmes, donc suite à un geste de violence subi. Et il y a quand même un certain nombre de personnes et de travailleurs qui vont peut-être être dans une situation où ils vont être plus, disons, susceptibles de s'en vouloir et également d'avoir honte ou de se sentir coupable d'avoir fait ou d'avoir omis de faire quelque chose lorsqu'ils interprètent la situation de façon rétrospective après coup. Et donc, on peut très bien, par exemple, penser à une infirmière qui va se blâmer de ne pas avoir mieux géré un patient désorganisé et potentiellement agressif. Mais on peut penser aussi à un collègue, par exemple, qui viendrait blâmer un autre travailleur, qu'il s'agisse d'un travailleur, par exemple, dans le milieu de la police, pour l'agression qu'il a subie. Et donc, ce type de réactions-là, qui proviennent soit du travailleur lui-même ou encore des membres de l'organisation, et ça pourrait également être de la part des membres de la famille, puissent avoir un impact donc, sur les émotions qui sont vécues et notamment générer de la honte et de la culpabilité. Ces incidents-là ne sont pas vécus de façon passive, c'est-à-dire que suite donc à l'événement, les gens vont repenser beaucoup à ce qui s'est passé et vont tenter en fait de comprendre pourquoi ça leur est arrivé. Et c'est là, évidemment, que, dépendant de l'interprétation que le travailleur va faire, justement, des causes et de ce qu'il aurait pu faire ou ne pas faire de différent dans la situation, bien, peut en découler, donc, des émotions différentes suite à cela. Maintenant, si on regarde un petit peu plus, donc, du côté, en fait, des troubles et notamment de l'état de stress post-traumatique,
Donc, on peut constater, comme on l'a mentionné tantôt, que c'était le trouble le plus fréquemment associé donc, à l'exposition à un acte de violence physique de façon générale, en milieu de travail également et selon les données de la CSST qu'on a vues tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état de stress post-traumatique et comment ça peut justement se manifester? Bien, le fait d'avoir vécu donc un acte qui menace notre intégrité physique, tel qu'un acte de violence physique ou encore une menace, donc constitue un critère de base pour pouvoir diagnostiquer donc un état de stress post-traumatique. Par la suite, on va voir chez ces individus-là qui vont développer un tel problème, donc 3 types de symptômes principaux. On va commencer par celui qui est l'impression de revivre constamment l'agression. Alors, cela peut se manifester sous forme de pensées intrusives, par exemple. Là, tout à l'heure, je vous disais que les gens repensent souvent à l'événement parce qu'ils ont vécu et tentent de le comprendre puis d'essayer de le prévenir éventuellement aussi. Bien, donc, ces pensées-là peuvent être évidemment suscitées volontairement, mais peuvent être également survenir de façon intrusive, voire de façon involontaire. Et souvent, ça va causer de la détresse donc aux personnes qui le vivent. Alors, il y a des pensées de ce type-là qu'on va vivre, que les travailleurs vont vivre durant le jour, alors durant leur travail, lorsqu'ils sont à la maison, et dans peu importe le contexte. Mais il va y avoir aussi possiblement donc une façon de revivre l'événement sous forme de cauchemar durant la nuit. Alors donc, impression de revivre constamment l'agression. Alors, c'est quelque chose qui beaucoup de travailleurs vont vivre, au moins durant une période de temps, de quelques heures à quelques jours, voire quelques semaines. Et un certain nombre, en fait, ceux qui vont développer stress post-traumatique vont l'avoir sur une beaucoup plus longue période de temps. Un autre type de symptôme qui est très important, c'est l'évitement des stimuli associés. Alors, l'évitement des stimuli associés, ça veut dire éviter de reparler de l'événement, donc faire des efforts persistants pour éviter d'en reparler, d'y repenser, ou encore de retourner sur les lieux ou de revoir, en fait, qu'il s'agisse, en fait, d'un morceau de vêtement, d'une odeur ou d'un son. Et ça constitue des stimuli associés. Donc, faire des efforts persistants pour éviter ces choses-là. Alors, quand on parle d'un travailleur qui travaille, par exemple, évidemment, ça peut être différents milieux, mais ça peut être dans une unité, dans un hôpital, ça peut être dans un corridor, ça peut être dans son siège de chauffeur, qu'il s'agisse d'un chauffeur d'autobus, de taxi. Alors, donc, vous avez des endroits là, pour lesquels ces stimuli-là qui sont présents au moment de l'agression vont être associés et pour lequel le travailleur va faire des efforts vraiment importants pour les éviter. Alors, tout cela va être évidemment associé à une difficulté à reprendre les fonctions qu'on avait avant l'agression. Si on peut penser encore une fois donc, à un travailleur de la santé qui serait réexposé donc, aux patients par lesquels il a été agressé, alors ça peut être très difficile de réintégrer ses fonctions telles qu'elles étaient initialement. Et complexifier de beaucoup donc, la réinsertion au travail d'une façon satisfaisante. Ensuite, on parle de symptômes d'activation du système nerveux. Donc, c'est une façon simplifiée de dire que le système nerveux donc, reste en état d'alerte de façon prolongée et chronique. Et tout cela vient causer différents problèmes. On va parler ici de troubles du sommeil, de troubles de concentration, d'irritabilité, de sursaut exagéré, d'hypervigilance. Alors, voyons cela toutes comme des manifestations qui peuvent évidemment nuire au fonctionnement d'un travailleur dans ses fonctions et faire en sorte que celui-ci doive rester à l'écart de son travail beaucoup plus longtemps. Donc, voilà pour ce qui est donc des conséquences, qui est un tour rapide, mais qui se veut être une synthèse globale. Et l'un des objectifs, en fait, de notre équipe, c'est d'étudier les différents hommes-femmes dans le domaine de la recherche. Lorsqu'on s'intéresse donc aux effets de la violence sur les travailleurs, il y a très peu de choses qui portent sur les conséquences différentielles que celles-ci ont sur les hommes et les femmes. Mais quoi qu'il en soit, on peut certainement s'inspirer de ce que l'on connaît de la littérature sur la violence en général. Alors donc, et là, aujourd'hui, je vais évidemment consacrer une seule diapo à cela pour
vous parler, dans le fond, des principaux troubles qu'on retrouve associés à cela. Mais simplement vous dire qu'on fait de gros efforts actuellement de l'équipe Visage pour explorer et en savoir beaucoup plus justement sur les différences dans la façon dont les hommes et les femmes peuvent réagir à ce type de violence-là, sur les différences également au niveau du soutien ou de ce qu'ils ont besoin comme soutien suite à ces actes-là et éventuellement comment ils peuvent évoluer de façon différentielle, donc dans leur état de santé mentale au cours des semaines et des mois qui suivent l'agression. Alors, simplement vous dire que de façon générale, il y a une constante qui ressort, donc par rapport aux principaux troubles de santé mentale qui peuvent découler d'un acte de violence grave. À savoir que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de développer des troubles de dépression majeure, de stress aigu, d'état de stress post-traumatique. Cela n'est qu'un point de départ. Je peux vous dire qu'en termes de différence, donc on parle d'un risque qui est à peu près 2 fois plus élevé pour chacun de ces troubles-là. Mais donc, l'idée n'est pas de s'arrêter justement à cette différence, disons, d'incidence de problèmes de santé mentale, mais c'est d'essayer de comprendre aussi quelles sont les variables qui contribuent à cette différence-là. Et c'est quelque chose qu'on va explorer durant les prochaines années, dans les projets qu'on mène actuellement. Alors, nous avons débuté l'ensemble de nos projets donc à l'été 2011, en fait, plus à l'automne 2011, et déjà, on a quelques résultats donc, que je pourrais vous transmettre en partie. Des résultats qui portent notamment donc, sur les données de sondage qu'on a fait et qui nous ont permis, en fait, à partir d'échantillons, évidemment, de travailleurs volontaires, donc on appelle ça des échantillons de convenance, donc d'estimer grosso modo l'ampleur du phénomène, mais évidemment, sans qu'on puisse dire qu'on a des échantillons représentatifs comme l'Écotest et Statistique Canada. Alors, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pu, au cours des derniers mois, donc sonder en ligne 2842 travailleurs qui provenaient, donc, qui étaient des travailleurs qui étaient représentés par les associations paritaires de santé et sécurité au travail, dont je vous ai fait mention là, tout à l'heure. Alors, et en termes de répondants, donc, on a eu un peu plus de 1000 répondants qui provenaient, donc, de l'association qui travaillait au niveau des affaires municipales. Donc, on parle ici de chauffeurs d'autobus, de col bleu, col blanc, policiers, pompiers, etc. Et au niveau de la STAS, on a eu 464 répondants, donc qui provenaient de différents milieux de la santé et des services sociaux, milieu hospitalier, C3S, etc. Et donc, pour ce deuxième volet-là, on a publié un article dans leur revue, en fait, leur revue professionnelle qui s'appelle « Objectif Prévention ». Alors, si vous allez sur le site de la STAS, vous avez accès donc à ce petit article-là qui résume de façon plus détaillée les résultats du sondage pour les travailleurs qui proviennent du secteur de la santé et des services sociaux. Donc, je vous invite à aller le consulter si vous voulez en savoir un peu plus. Il y a également des milieux spécifiques qui ont été sondés et qui ne font pas partie donc des données que je vous présente aujourd'hui. Alors, simplement pour être représentatif de 2 grands secteurs. Alors, au niveau de l'APSAM, donc, on a pu, donc, en sondant auprès un peu plus de 1000 travailleurs de ce secteur-là, qu'il y avait 26 donc, des répondants qui avaient rapporté avoir été victimes ou témoins d'un acte de violence grave. Donc, on parle de violence physique, de menaces, de blessures, de mort, etc. Donc, au cours des 12 mois précédents, donc, leur participation au sondage. Alors, en dessous des chiffres en noir, vous avez un chiffre en bleu et un en rouge. Alors, c'est les pourcentages associés donc aux femmes et aux hommes. Alors, on voit qu'en moyenne, donc, les gens ont rapporté avoir vécu, ceux qui ont répondu au sondage, 4 actes de violence grave au cours des 12 derniers mois. Et on voit là que les hommes semblent être plus à risque de subir ce type d'actes de violence. Et lorsqu'on compare au niveau du fait d'avoir été victime ou témoin, bien, on voit évidemment qu'il y a plus de gens qui ont rapporté avoir été témoins. Et donc, mais cela étant, on a déjà commencé à regarder un petit peu plus spécifiquement donc, les conséquences et on a pu réaliser en fait que pour
pour plusieurs, en fait, et une tendance qu'on voit à peu près partout, c'est que le fait d'être témoin mène à autant de conséquences psychologiques que le fait d'être victime directement. Or, dans la prise en charge actuelle des travailleurs, les gens qui sont témoins reçoivent beaucoup moins d'attention de la part des organisations que les gens qui sont directement victimes. Et donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra modifier dans le futur à cet effet-là. Alors, au niveau de l'assistance, donc, vous pouvez voir que les pourcentages sont un peu plus élevés. Alors, ce qui va dans le sens, évidemment, des tendances ou des secteurs les plus à risque que Statistique Canada et l'Écotest avaient identifié tout à l'heure. On voit qu'un nombre de... On voit que, donc, un petit peu plus d'actes de violence grave subis, donc, par ces travailleurs-là. Donc, évidemment, il y a plus de victimes directes, ou l'écart entre le fait d'être victime et témoin est moins grand ici, puisque, donc, il semblerait que ces travailleurs-là soient plus directement victimes. Alors, une question qui nous a été posée, c'est pouvez-vous définir le mot « témoin ». Alors, le fait d'être témoin signifie, en fait, la façon dont nous, on l'entend, c'est d'être témoin visuel d'un acte de violence. Maintenant, est-ce que certaines personnes dans le sondage ont pu interpréter cela comme étant également le fait de travailler, par exemple, dans le même établissement ou dans la même unité? Est-ce que ça correspondait à être témoin? Possiblement, mais on pense que le fait d'être témoin, on pense que la plupart l'ont compris comme étant témoin visuel ou des actes de violence subis. Donc, si on regarde au niveau des conséquences, alors donc au niveau de l'APSAM, donc sur les 127 répondants donc, qui ont rapporté avoir été victimes ou témoins d'un acte de violence grave, on voit qu'il y a un pourcentage là, qui varie donc de 22 à 37 qui ont rapporté, donc c'est la barre, la portion grise des barres à votre droite, qui ont rapporté avoir vécu l'une ou l'autre des manifestations ou des conséquences psychologiques qu'on a mesurées, à savoir des flashbacks et des cauchemars, donc qui font partie donc, de la partie reviviscence du stress post-traumatique, évitement, qui évidemment ça faisait partie de la portion évitement, perte d'intérêt, culpabilité à 26 irritabilité 37 difficulté de sommeil, hypervigilance, problème de concentration. Alors donc, globalement, 73 des travailleurs qui ont rapporté avoir été victimes d'un acte de violence grave ont rapporté au moins une de ces difficultés-là. Et en moyenne, ils en ont rapporté 2,73. Alors, on a mesuré également des conséquences au travail qu'on pourra vous présenter dans notre prochain webinaire. Maintenant, si on va au niveau du secteur de la santé et des services sociaux, alors on voit qu'il y a des pourcentages plus grands donc de travailleurs et évidemment, ça va dans le sens du fait qu'il y en a davantage qui ont été vécus puis qui ont vécu davantage d'actes de violence grave au cours des 12 mois précédents. Mais donc, les pourcentages s'échelonnent plutôt de 25 à 52 là, en fonction des différents problèmes rapportés. Encore une fois, plus du 3/4 ont rapporté avoir au moins une difficulté suite à l'événement. Et donc, en moyenne, rapporte avoir vécu 3,7 difficultés, ce qui s'avère être légèrement supérieur donc, à ce qu'on a trouvé donc, au niveau de l'APSAM, donc à peu près une difficulté de plus en moyenne que les travailleurs de l'APSAM. Alors, ce que ces données-là, évidemment, qui sont partielles, évidemment, mais pour lesquelles il y a beaucoup plus d'informations qu'on est allé chercher, donc, en ce moment, font l'objet d'analyses et pour lesquelles on va éventuellement pouvoir essayer de creuser un peu plus notre compréhension et de ce qui est associé, en fond, à ces difficultés-là et de ce que ça peut également générer comme besoin de soutien, comme besoin d'aide chez ces travailleurs-là pour qu'on puisse éventuellement mieux les encadrer et mieux les prendre en charge. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter au sujet donc, des conséquences associées donc, à la violence grave subie en milieu de travail. C'est un sommaire, évidemment. On aura d'autres
d'autres activités de transfert de connaissances qui vont permettre de vous en parler davantage. Simplement vous mentionner qu'on a 2 événements qui s'en viennent pour l'équipe au cours des prochains mois. Alors, tout d'abord, une conférence grand public qui va avoir lieu mercredi le 27 mars, donc la semaine prochaine, ici à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, donc ultérieurement l'hôpital UH-Lafontaine. Et donc, c'est vraiment une conférence qui s'adresse au grand public et qui vise justement à vulgariser ce que c'est le fait d'être traumatisé, d'être stressé versus résistant. Alors, et le mardi 21 mai aura lieu donc notre prochain webinaire qui portera donc sur les répercussions sur le plan professionnel et qui sera animé par ma collègue Nathalie Langto. Alors donc, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, alors il semblerait, Frédéric semble me dire que j'ai répondu à toutes les questions qui avaient été posées. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les écrire, à nous les transmettre via le chat room. Et je peux y répondre. Alors, j'espère que ça vous a éclairé sur, évidemment, les conséquences que les conséquences que peut avoir la violence grave, puis également sur l'importance auquel on doit accorder, pour assurer un suivi adéquat auprès des travailleurs qui en sont victimes, pour prévenir les problèmes de santé mentale et éventuellement, très certainement, maintenir une qualité de vie en emploi qui est adéquate. Donc, merci beaucoup.